Je vous remercie et surtout pour votre ponctualité. Mes deux confrères, c'est à cause de moi qui été retenu à l'audience. Et juste quand j'ai terminé l'audience, j'apprenais que Ndeko Eliezer était dans le coin. Je ne pouvais pas quitter le tribunal sans quand même ne fût-ce que le saluer. Et j'en ai profité d'ailleurs pour téléphoner séance tenante à Moïse pour lui dire que j'étais au tribunal et que je vivais la réalité. Il m'a demandé justement de retourner pour lui présenter sa sympathie et nous l'a dit aussi que je puisse commencer par présenter notre sympathie pour un journaliste qui est en difficulté. Alors mettez-moi, au nom du collectif, de vous souhaiter la bienvenue. Nous nous sommes permis de vous convier à cette petite rencontre pour alerter un peu l'opinion nationale, l'opinion internationale, sur le risque organisé que court notre client Moïse Katumbi de se voir privé de son droit à un procès équitable dans l'affaire dite des mercenaires. En effet, nous l'avons tous lu et vous l'avez lu dans les réseaux sociaux. Ce n'est plus un secret, le procureur général de la République, par sa lettre du 18 mars 2018, a transmis à la Cour suprême de justice le dossier de Moïse Katumbi, le dossier dit des mercenaires pour fixation. La presse nous a donné le contenu exact, malgré que, et je l'ai vérifié au tribunal, ce qui est publié dans la presse est conforme au document que j'ai lu au greffe qui a été donc déposé avec un dossier de 463 pages. Alors, il est important que nous puissions, à ce niveau, tenant compte de ce qui se dit et de ce qui se présente, nous avons besoin de comprendre de quoi il s'agit. Ce n'est pas vous que je veux faire un peu l'historique. Vous connaissez, vous aviez suivi cette conférence de presse du ministre d'État, ministre de la Justice, qui avait parlé de 600 mercenaires pour lesquels le ministre disait détenir la preuve documentée de ces accusations. Nous avons entendu ces preuves, nous ne les avons pas vues. Et après, par la suite, le dossier est venu au tribunal, au parquet. Et tout cela venait de quoi? En fait, ce dossier a été fomenté lorsque M. Moïse Katumbi a démissionné. Et cette date est importante, le 29 septembre 2015. Et lorsqu'il a démissionné, le même jour, il a constaté qu'on lui avait enlevé sa garde, sa protection. Et c'est ainsi qu'il devait s'organiser pour avoir quand même une protection comme tout homme d'État. Il a donc eu à recourir au service d'une société spécialisée qui lui a détaché un monsieur spécialiste en sécurité, d'Aril à titre de conseil en matière de sécurité. Il est important de préciser que ce monsieur n'avait jamais séjourné au Congo avant. Il y est arrivé et son passeport fait foi. Cela n'a jamais été contesté. Il est arrivé au Congo avec un passeport américain, visa délivré le 8 février 2016 par l'ambassade de la République démocratique du Congo à Washington. Et c'est ainsi qu'il arrivera au Congo au début du mois de février. Alors qu'il a presté pendant seulement 2 mois, le 24 avril 2015, ce monsieur sera arrêté avec d'autres personnes proches de Moïse, dont les noms sont assez connus, Kibinga, Sefu, ainsi que Mvumbi, Issa. Et ils ont été donc d'abord détenus à l'ANR à Lubumbashi et puis de là déférés à Kinshasa. Dans le lot, il y a eu des membres des ONG de Lubumbashi, pour des raisons différentes, ont été arrêtés. Et ces personnes, à certains, on leur a reproché d'avoir émis des invitations adressées à certains Américains, à d'autres d'avoir détenu des armes et munitions de guerre alors qu'ils étaient
en tant que garde-corps officiels détachés. Ils étaient officiellement des gardes-corps et qu'ils avaient regagné leurs unités respectives. D'autres encore, on avait leur rapproché d'avoir séjourné à Lubumbashi, mais d'avoir communiqué par des numéros de Congolais avec l'ambassade américaine. Il s'agissait de noms de certains Américains qui n'ont jamais été suffisamment identifiés. Donc, le contexte dans lequel nous nous sommes retrouvés, j'insiste, se dessine après la démission de Moïse Katumbi de son poste de gouverneur, et les faits qui lui sont reprochés datent de cette période-là, date à laquelle d'ailleurs, après laquelle M. Daryl Lewis est arrivé. Nous avons eu droit à une instruction judiciaire qui a débuté à Lubumbashi au mois de mai 2016. Au cours de cette instruction, Moïse Katumbi a eu à répondre aux questions du magistrat du parquet général de la République, et les questions tournaient essentiellement autour de ses relations avec cet Américain. Et il a été bien établi que cette personne était détachée auprès de lui par une société internationale qui conseille les personnes en matière de sécurité. La société, vous connaissez le nom, qui est appelée Jones International Group. Et c'est dans ces conditions-là que Daryl Lewis était détaché auprès de lui. Mais malgré ce que cela était bien défini lors de l'instruction, voilà que 2 ans plus tard, nous sommes partis de mai 2016. Entre-temps, l'instruction, comme vous l'avez suivi, ce n'est pas vous que je l'apprendrai. Daryl Lewis a été expulsé. Moïse a eu l'autorisation d'aller se faire soigner à l'étranger suite à, et là c'est important que j'insiste, suite à un certificat médical établi par 3 médecins requis par le procureur général de la République. J'insiste. Ce n'était pas un arrangement, c'est 3 médecins, et pas n'importe lesquels, un général professeur d'université, médecin de son état, qui était à la tête de l'équipe. Ils ont fait une expertise, ont constaté que son état de santé était tel qu'il devait être soigné à l'étranger. Pendant qu'il s'est trouvé à l'étranger, et nous allons arriver maintenant à l'objectif pour lequel nous vous avons appelé ici, nous avons tous appris qu'il avait été cité devant le tribunal de paix de Kamalondo par un certain M. Stoupis. Nous en avions déjà parlé. Ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais c'est important de citer pour montrer que Moïse était déjà poursuivi devant le tribunal de paix de Kamalondo et qu'on s'y est défendu. Mais 2 ans après, voilà que le procureur général de la République, aujourd'hui, décide de fixer l'affaire devant la Cour suprême de justice. Et c'est ça le sujet de nos interrogations. Et pour cela, alors que tous les faits se sont déroulés en 2016, dans l'acte que vous avez, la requête que vous avez lue sur les réseaux sociaux que nous avons vérifié au tribunal, le procureur général de la République précise que les faits pour lesquels il est poursuivi se seraient commis dans la période allant de l'an 2014 à l'année 2016. Et il aurait fait quoi? Il aurait fait lever des troupes armées, il aurait engagé ou enrôlé, il aurait enrôlé des soldats, aurait fourni des armes et munitions sans ordre ni autorisation du gouvernement. Il y a donc un changement total entre l'instruction telle qu'elle a été menée, les faits tels que les gens les ont vécus, et maintenant les infractions qui lui sont reprochées et sur lesquelles il est appelé à se défendre. On peut se demander, ce n'est pas encore le problème, quelles troupes, quels soldats, quelles armées, mais ça, ce sont des questions de fond qui seront posées. Mais le problème qui se pose, pourquoi le choix de la Cour suprême de justice? Alors que je viens de vous dire là, que pas plus tard que l'année passée, Moïse Katumbi a été poursuivi devant le tribunal de paix de Kamalondo, qui est son juge naturel. Moïse Katumbi est-il injusticiable de cette cour? Pourquoi ne peut-il pas être déféré devant son juge naturel? En saisissant la Cour suprême de justice, faisant office de cour de cassation, le procureur général de la République a implicitement conféré à M. Moïse Katumbi Chapwe un privilège de juridiction dont il n'est plus bénéficiaire depuis sa démission du poste de gouverneur de l'ancienne province du Katanga
le 29 septembre 2015. Et en cette matière, les textes sont très clairs. Vous êtes des journalistes, lisez les textes qui nous dirigent, et nous ne comprenons pas pourquoi, cette fois-ci, le procureur général de la République a choisi de le déférer devant la Cour suprême de justice, alors qu'il n'est pas du tout, alors qu'il n'est pas le tribunal compétent. Et pour montrer qu'il y a un tribunal compétent, nous citons l'affaire Stoupis. Il a été déféré devant le tribunal de paix, et vous connaissez ce qui a été fait là-bas. Et toujours est-il que le tribunal s'était déclaré valablement saisi, et nous sommes donc maintenant en train de nous défendre suite à cela. Et il y a donc ce problème de cette saisine de la Cour suprême de justice qui est pour nous tout à fait irrégulière, que nous ne comprenons pas. Et il y a aussi l'imprécision des faits. Les faits au courant de l'année 2014 à 2016. Mais il y a eu une instruction. L'instruction n'a porté que sur les faits qui datent de 2016 ou de 2015 après sa démission, d'où viennent maintenant les faits de 2014. Quand nous lisons d'ailleurs, quand vous voyez ce qui est dit, la plupart des faits auxquels on réfère, ce sont des faits puisés dans les réseaux sociaux et pas des faits tirés de l'instruction. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu alerter l'opinion nationale, internationale, parce que si nous attendions longtemps, on allait dire la justice est indépendante, la justice a rendu une décision, il faut qu'on la respecte. Mais la justice est avant tout le respect des libertés fondamentales. Et le rôle que nous jouons aujourd'hui, nous le puisons dans quoi, nous les avocats de Moïse Katumbi? Eh bien, en tant qu'avocats, nous sommes les sentinelles des droits de l'homme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le thème d'une conférence que nous venons de tenir à Mbujimayi du 19 au 24 mars. La conférence des bâtonniers de la République démocratique du Congo et l'Assemblée générale de l'Ordre national des avocats. Au cours de ces assises, le thème était l'avocat et la défense des droits de l'homme. Nous nous sommes imposés, tous les avocats, dans le contexte qui est le nôtre, de pouvoir assurer la protection et la défense des droits de l'homme. Et notre bâtonnier national, dans son mot introductif, avait bien dit l'avocat est la sentinelle des droits de l'homme. Et la sentinelle doit prévenir, alerter l'opinion, ne pas attendre quand le vol est commis pour dire que oui, je savais que le voleur allait arriver aujourd'hui. C'est pour ça que ces imprécisions, cette notification à un tribunal dont notre client n'est pas compétent, tout cela semble dessiner un procès non équitable, en ceci qu'on le défère devant un tribunal, lui mettant beaucoup d'obstacles pour qu'il n'arrive pas à se présenter devant ce tribunal, pour que le tribunal se prononce rapidement, sans la présence de ses avocats, puisque s'il n'est pas là, les avocats ne peuvent pas comparaître. Dans la grande confusion, le condamné a une peine pour des infractions aussi graves, avoir levé des troupes, avoir engagé des mercenaires, avoir fait ceci, qui n'ont jamais été déférés, qui n'ont jamais fait l'objet de l'instruction. Nous sommes d'autant plus fondés à faire cette alerte parce que notre pays, qui est maintenant membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, doit prêcher par l'exemple. Et dans le cas d'espèce, notre pays qui se vante d'avoir une magistrature indépendante, et en passant, je dois dire, cela ne m'engage que moi, que nous avons des juges indépendants. Ça, je ne dis pas une magistrature. Nous avons des bons juges, des bons magistrats, et même dans ce dossier, cela n'engage que moi. Nous avons eu affaire à des magistrats et des juges qui ont honoré la justice. Nous avons confiance en la justice. Mais il est important que le contexte général permette à ces juges de travailler. Lorsque le décor est mal placé, il est même impossible à un juge le plus indépendant possible de pouvoir travailler. Donc cette interpellation est d'autant plus importante, comme je vous l'ai dit, notre pays est membre du Conseil national des droits de l'homme,
notre client ne demande pas un régime de faveur. Il réclame l'application de l'article 19 de la Constitution congolaise qui interdit de détourner une personne de son juge naturel. En l'occurrence, le juge naturel, c'est le tribunal, sont les tribunaux de Lubumbashi, et dans le cas d'espèce, le tribunal des grandes instances de Lubumbashi, comme on l'a fait dernièrement dans l'affaire Stopis, on l'a déféré devant le tribunal de paix, et nous ne pouvons pas, notre client ne comprend pas comment on peut le détourner de son juge naturel pour le déférer devant une autre juridiction dont il n'a pas le privilège de juridiction. Nous pouvons penser que ça peut être une erreur. Les textes de loi sont très clairs, mais nous avons peur que, à la place d'une erreur, ça soit plutôt un piège. Voilà.